Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles. L'observation du ciel dans le domaine radio a donné lieu à de nombreuses découvertes en astronomie. Les quasars, pulsars et autres FRB ont permis de mieux comprendre ce qui se passe du côté de certains objets très denses de l'univers. À chaque fois, le signal a été détecté spontanément et a donné lieu à un travail de recherche pour lui donner une explication. Dans le cas des FRB, il reste encore du travail à fournir du côté de la théorie. Mais voilà qu'un nouveau signal va lui aussi demander quelques hypothèses. À 4000 années-lumière de nous, dans la Voie lactée, un objet de la taille d'une étoile clignote dans le domaine radio. À la manière d'un pulsar, il semble très régulier. Seulement, sa période est beaucoup plus longue. Les pulsars émettent un flash toutes les quelques millisecondes ou secondes. Mais ce nouvel objet espace ses clignotements de 18 minutes, ce qui est très inhabituel. L'objet a été découvert en fouillant dans les archives d'un radiotélescope situé dans l'ouest de l'Australie. Il se distingue à plus d'un point. L'espace entre ces flashs est inhabituellement long, mais la durée des flashs en question s'étale aussi dans le temps. Ils durent chacun entre 30 et 60 secondes. On est donc très loin des FRB et autres pulsars millisecondes. Les flashs évoluent par ailleurs légèrement, sur des durées de quelques heures. Ils peuvent s'allonger ou se raccourcir et comprennent parfois des pics d'émission de moins d'une demi-seconde. Voilà un objet complètement inédit qui va demander une explication. L'équipe en charge de la découverte a déjà sa petite idée. Elle a remarqué que le rayonnement émis par l'objet est polarisé, ce qui peut s'expliquer s'il a été émis au sein d'un fort champ magnétique. Le coupable idéal pourrait donc être un magnétar qui, pour une raison ou pour une autre, dispose d'une période très longue. Tout comme les pulsars, les magnétars sont des étoiles à neutrons. Ces tout petits corps, de quelques dizaines de kilomètres de diamètre, représentent ce qu'il reste du cœur d'une étoile géante après que celui-ci se soit effondré. Ce sont des objets incroyablement denses, dotés des champs magnétiques les plus intenses de tout l'univers. Dans la théorie, ce sont aussi des objets qui sont censés être en rotation très rapide sur eux-mêmes. L'objet qui nous intéresse pourrait donc être un magnétar à ultra longue période. Les mécanismes qui pourraient expliquer sa rotation si lente sont encore à découvrir. Il pourrait s'agir d'une interaction avec son milieu. Son puissant champ magnétique pourrait par exemple interagir avec un nuage de gaz ionisé environnant pour le ralentir. L'hypothèse n'est pas parfaite, car on suppose qu'un magnétar en rotation lente devrait être beaucoup moins lumineux que celui-ci. Il reste donc tout à fait possible qu'il s'agisse d'un objet différent, un trou noir ou quelque chose de complètement exotique. L'idéal serait de trouver d'autres objets similaires, dans la Voie lactée ou ailleurs. Les magnétars sont déjà soupçonnés d'être responsables d'au moins une partie des FRB. Il va peut-être falloir leur attribuer un nouveau type de signaux radio. Allez, on revient sur Terre pour la suite de ces actualités. En Chine plus précisément, où les ambitions spatiales ne cessent de grandir. 2021 a marqué une année extraordinaire pour le pays. Record de lancements orbitaux, nouvelle station spatiale, première mission martienne, il y a de nombreux succès à célébrer. Mais ceci devrait faire pâle figure comparé à ce que le pays nous prépare pour les 5 prochaines années. Le 28 janvier, la CNSA, l'agence spatiale chinoise, a publié un livre blanc détaillant ses ambitions pour la prochaine moitié de la décennie. On a de la chance, il a été intégralement traduit en anglais. Côté lanceur, on y apprend que l'agence compte travailler sur 3 axes. Les fusées à ergols solides, les fusées capables de vol habité et les lanceurs super lourds. Ces ambitions devraient notamment culminer dans ce qui semble se profiler comme une sorte de longue marche 5 Heavy, une fusée de 90 mètres de haut qui serait capable de propulser jusqu'à 27 tonnes en injection translunaire. Cette dernière pourrait entrer en service dès 2026. À l'aide d'au moins 2 lancements, elle pourrait théoriquement suffire à concevoir un programme de vol habité lunaire. Une ambition qui est confirmée dans le livre blanc. Celui-ci ne donne pas de date, mais promet une accélération de la recherche à ce sujet. On peut probablement en déduire que Pékin n'a pas l'ambition d'avoir des humains sur la Lune d'ici 2027.
Mais qu'à cette date, les plans et les échéances devraient être beaucoup plus concrets. En orbite terrestre, la CNSA a bien sûr l'ambition de terminer sa nouvelle station spatiale, ce qui devrait être effectif dès cette année. Un télescope co-orbital capable de s'amarrer à la station pour des travaux de maintenance sera lui aussi lancé dans les 5 prochaines années. L'exploration robotique du système solaire n'est pas oubliée, avec plusieurs missions lunaires et un premier retour d'échantillons d'astéroïdes prévu sur la période. En parallèle, l'agence spatiale devrait continuer à préparer sa première mission de retour d'échantillons martiens, sa première mission d'exploration de Jupiter et ses premières sondes visant à quitter le système solaire. On connaissait déjà la plupart de ces plans, mais on note tout de même des développements intéressants. La mission chargée de ramener un échantillon d'astéroïdes survolera par exemple aussi une comète. La mission portera le nom de Zhenghe et devrait décoller d'ici 5 ans. L'évocation de l'exploration de Jupiter est aussi intéressante. Il pourrait en effet s'agir d'une mission dédiée, en plus des survols qui seront effectués par 2 sondes du programme Interstellar Express. On a en tout cas hâte d'avoir plus de détails sur tous ces programmes. En 2022, c'est essentiellement la nouvelle station spatiale du pays qui va monopoliser ses ressources. Les missions Tianzhou 4 et Shenzhou 14, ainsi que le module Wentian, devraient tous décoller au cours du premier semestre. Puisqu'on parle de station spatiale nationale, des ambitions similaires se font sentir côté russe. Roscosmos devrait continuer à participer à l'ISS pendant encore quelques années, probablement jusqu'à 2030, mais après ça, la Russie pourrait choisir de revenir à une station nationale. On a vu émerger la semaine dernière ce qui pourrait être les plans de déploiement de celle-ci. Dans ce tweet de l'agence spatiale, on peut ainsi discerner une station en haut à droite composée de 6 modules pressurisés. À en croire la chronologie affichée, l'ambition serait de la déployer entre 2027 et 2030. La fusée Soyouz 5 ainsi que le vaisseau Oriole seraient mis à contribution. Un autre lanceur non spécifié mais fonctionnant en méthane serait aussi de la partie. On peut éventuellement penser à la fusée réutilisable Amour, mais sa capacité de charge utile semble peut-être un peu basse. De ce côté-ci, les plans de réutilisation de la Russie continuent d'évoluer. Dernièrement, c'est une version réutilisable d'Angara A5 qui a été évoquée. Capable de revenir se poser sans se séparer de ses boosters, elle fonctionnerait grâce à un nouveau moteur Hydrolox qui a été testé en décembre dernier. Entre Angara, Soyouz 5 et les différents plans de réutilisation et de lanceurs super lourds, l'avenir des fusées russes semble passer par plusieurs pistes. Reste à voir lesquelles s'affirmeront dans les prochaines années. En Europe aussi, on se pose des questions sur l'avenir des lanceurs réutilisables. C'est par exemple le cas chez Ariane Group où le projet Maya commence à se dévoiler un peu plus. Le géant européen a officialisé le lancement de sa filiale Maya Space qui sera chargée de développer ce mini-lanceur réutilisable. D'une capacité allant de 500 kg à 1 tonne, il doit décoller depuis Kourou où son premier étage finira aussi par atterrir. Le tout fonctionnera au méthane grâce au moteur Prometheus et sera dérivé du travail qui est fait sur le démonstrateur Themis. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que cette première fusée Maya pourrait être suivie par d'autres plus puissantes. Des lanceurs moyens, lourds et même super lourds pourraient ensuite être intégrés à la famille. Sur l'image que vous voyez ici, la version super lourde serait tout à droite. Elle utiliserait des boosters eux aussi réutilisables puisqu'il s'agirait du premier étage de Maya. On voit là tout l'intérêt du moteur Prometheus qui peut s'adapter à presque toutes les architectures. Reste à voir comment une telle offre va s'inscrire dans un paysage européen de plus en plus concurrentiel. Des lanceurs allemands, britanniques ou espagnols arrivent sur le même créneau et pour certains avec des moyens conséquents. Même au sein d'Ariane Group, on se demande comment l'offre va s'inscrire auprès de Vega, Soyouz et Ariane 6. Le prix, le timing et les relations avec les institutionnels du continent risquent de peser beaucoup dans la balance. Pour se donner des marges de manœuvre, Maya Space va opérer à la manière d'une start-up et devrait ouvrir son capital à des investisseurs privés dans les années qui viennent. Au Royaume-Uni justement, parmi les projets du New Space qui émergent, il y a les moteurs de Pulsar Fusion. Cette entreprise développe toute une série de moteurs pour les lanceurs et les satellites. Ils viennent de tester un moteur hybride qui pourrait éventuellement servir sur des lanceurs d'autres entreprises.
Parmi leurs projets, on trouve aussi des moteurs à effet Hall destinés aux satellites. Et de manière plus étonnante, un moteur à fusion nucléaire qu'ils espèrent développer assez rapidement. Voilà qui est très ambitieux et il existe pour le moment bien peu d'informations sur la manière dont ils comptent parvenir à leur fin. On va en attendant suivre les développements de leurs moteurs plus conventionnels pour voir s'ils intègrent des lanceurs et des satellites. La course aux fusées européennes bat en tout cas son plein et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre. En attendant, nous voici arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui paraîtra le dimanche 13 février à 18h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.